François Gemène, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, professeur à HEC, spécialiste des questions de migration environnementale et climatique et des politiques d'adaptation au réchauffement climatique. Vous êtes également co-auteur du 6e rapport du GIEC et auteur de plusieurs livres, dont L'écologie n'est pas un consensus, dépasser l'indignation, paru en 2022. Merci d'avoir accepté de participer à notre réflexion autour du voyage d'aventure dans 50 ans. Mais merci pour l'invitation. En 2015, avec plaisir. À l'occasion des 50 ans cette année de Nomades Aventure. Plus précisément, le thème dont nous débattrons aujourd'hui est le suivant. En 2075, continuerons-nous à voyager loin? Ou les enjeux climatiques auront-ils eu raison de l'habitude de prendre l'avion pour les loisirs, les vacances? Ou alors peut-être aurons-nous un quota très limité de vols en avion dans la vie? Ou peut-être l'aéronautique sera-t-elle à cette échéance réellement décarbonée? Ou encore la tendance de voyager proche de chez soi aura-t-elle poussé sur toute la planète au développement du tourisme de proximité, national ou régional, et à la marginalisation du tourisme international? Alors, première véritable question, tout d'abord. En 2009 est sorti à la télévision française un docu-fiction qui situait précisément son action en 2075, notre sujet du jour. Intitulé 2075, les temps changent, et il était basé sur un scénario du GIEC d'augmentation de 3 degrés des températures moyennes. Il imagine des conséquences radicales et parfois dramatiques. Migration massive, sécheresse intense, guerre de l'eau, etc. Et accessoirement l'interdiction de la voiture en ville. En termes de réchauffement climatique, et même s'il y a de nombreux scénarios, quel est, selon vous, le scénario le plus plausible? Le scénario le plus plausible à l'heure actuelle, c'est, si on en croit en tout cas les projections qui ont été faites plus récemment par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, c'est une hausse de la température annuelle moyenne mondiale de l'ordre de 3,1 degrés d'ici 2100 si on poursuit les politiques actuelles. Si les États respectent strictement ce qu'ils ont promis dans la négociation internationale, on peut ramener cette hausse de température à 2,4 degrés d'ici la fin du siècle, ce qui veut dire que nous sommes encore loin des 2 degrés, encore plus loin évidemment du scénario à 1,5 degré. Et donc je dirais qu'aujourd'hui, modulo le fait que je crains hélas qu'il y ait un désengagement encore plus important des gouvernements sur ce sujet, et qu'à l'inverse, d'autres entreprises et d'autres forces n'aient poussé davantage aux énergies décarbonées, qui sont évidemment les énergies du XXIe siècle, je pense que le scénario le plus plausible, qui n'est pas, je dis bien le plus désirable, ce n'est pas évidemment celui que je désire, est celui d'une hausse de la température annuelle moyenne mondiale, comprise entre 2,5 degrés et 3 degrés d'ici 2100. Ça veut dire que autour de 2075, on devrait être à peu près à 2,6 degrés, 2,7 degrés. Ça veut dire qu'on sera globalement en France sur une hausse de la température moyenne comprise entre 4 degrés et 4,5 degrés, assez proche du scénario d'adaptation retenu par le gouvernement. On le sait, le tourisme représente une part significative des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, mais la majeure partie de l'empreinte carbone du tourisme est liée au transport aérien. Bien sûr. Nombreux ceux qui placent de grands espoirs dans les différentes pistes techniques de baisse des émissions des avions. L'optimisation des opérations au sol et en vol, qui pourrait faire gagner 5 à 10% des émissions de CO2. Les moteurs décarénés, qui pourraient faire gagner 20% de réduction de la consommation des avions et des émissions de CO2 par rapport aux modèles actuels les plus vertueux. Des ailes beaucoup plus longues, et de ce fait partiellement pliables. L'utilisation accrue de matériaux plastiques renforcés de fibres de carbone. Et bien sûr, l'utilisation de carburants d'aviation durable, les fameux SAF, qu'ils soient biocarburants ou carburants de synthèse, avant éventuellement la généralisation un jour du moteur à hydrogène. Mais ne peut-on pas craindre un effet rebond, voire le paradoxe de Jevons, selon lequel à mesure que des améliorations technologiques augmentent l'efficacité avec laquelle une ressource est employée, la consommation de cette ressource augmente au lieu de diminuer, et donc cet effet rebond vient annuler tous les gains individuels sur un avion, et finalement contribuer à une augmentation du trafic. Et si oui, que faire? Est-ce finalement une fausse bonne idée que de tenter de réduire les émissions de chaque appareil, ou est-ce au contraire une piste à poursuivre? C'est une très vaste question. D'abord, je pense qu'il faut absolument pas négliger les possibilités de réduire au maximum les émissions du transport aérien
aujourd'hui. On l'a dit, vous avez cité plusieurs choses. Je rajouterai peut-être l'optimisation des trajectoires, l'optimisation également des phases de décollage et d'atterrissage qui permettent là encore d'économiser du carburant et donc des émissions de gaz à effet de serre. Mais pour le reste, on voit bien qu'il y a une sorte de plafond de verre, ou plutôt de seuil de verre, de plancher de verre, et qu'il y a malgré tout des émissions liées à l'avion pour lesquelles on aura beaucoup de mal à les réduire. Ça pose évidemment la question de savoir ce que l'on peut faire. Et je dirais la difficulté aujourd'hui avec l'aviation, c'est que on est face à un des très rares secteurs de l'économie pour lesquels nous n'avons pas de solution technologique de décarbonation immédiate. Peut-être aurons-nous le moteur à hydrogène ou autre, mais pour l'heure, on ne peut pas raisonnablement l'espérer avant au moins 2040, sauf s'il y avait un progrès technologique majeur et inattendu, ce qui reste évidemment possible. Reste donc la question de savoir s'il faut limiter le nombre de vols, s'il faut effectivement contraindre parfois ce qui est une surconsommation du transport aérien. La difficulté aussi, je crois, avec le transport aérien, c'est que c'est un secteur qui amène énormément de bénéfices culturels, de bénéfices économiques, de bénéfices politiques également, et que donc par rapport à d'autres secteurs de l'économie où on pourrait modérer, je dirais, sa consommation, on peut se demander, est-ce qu'au fond, le fait de moins voyager, de moins utiliser l'avion, est-ce que ça apporterait des bénéfices autres que la baisse des émissions de gaz à effet de serre? Et c'est là, je crois, où il faut essayer d'avoir une sorte d'approche, je dirais, qui va au-delà de la simple comptabilité carbone des tonnes de CO2 et se demander, au fond, à quoi servent nos émissions? Quelle est l'utilité sociale que nous en retirons? Quelle est l'utilité que moi, je vais en retirer? Et cette utilité sera évidemment différente d'une personne à l'autre, mais il me semble que c'est une question qu'il faut pouvoir se poser. En d'autres termes, voilà, mon voyage en avion va représenter X tonnes de CO2. Est-ce que ça en vaut le prix carbone? De la même manière que lorsqu'on va acheter un objet cher, on va se demander est-ce que ça vaut ce prix-là? Je pense que pour le voyage en avion, on va devoir se demander de plus en plus est-ce que ça vaut cette empreinte carbone-là? Est-ce que le bénéfice que j'en retire, est-ce que le bénéfice social potentiellement associé à mon voyage en avion, est-ce que ça vaut ce prix-là? Je mets un exemple simple. Vous prenez un Paris-New York avec deux passagers qui sont assis côte à côte dans l'avion. L'un va passer une année d'études aux États-Unis, l'autre va faire du shopping pendant un week-end sur la 5e avenue à New York. On peut se dire que l'empreinte carbone des deux voyages sera exactement la même. Pour autant, on peut se dire, voilà, est-ce qu'il y a un voyage dont l'utilité sociale va être plus grande que l'autre? Est-ce qu'il y a un voyage dont on aurait peut-être plus facilement se passer? Et là encore, sans aucun jugement. Je sais que le shopping est très important pour beaucoup de gens et que pour certains, c'est peut-être le voyage d'une vie que d'aller voir New York et la 5e avenue une fois. Mais je crois que c'est le genre de questions qu'il faut pouvoir se poser. Je suis d'accord avec vous. En parallèle des efforts pour diminuer ces émissions, il est intéressant de se poser la question de l'utilité sociétale de chacune. Mais au-delà de se poser la question à titre individuel, comme vous venez de le faire, comment vous situez le voyage en général? Je parle là, cette fois-ci, du voyage d'agrément, du tourisme, et notamment, par exemple, celui qui nous concerne, le tourisme d'aventure. Comment il se situe, selon vous, dans l'échelle de l'utilité sociétale de la consommation carbone, et pourquoi? Alors précisément, je pense que c'est pas à moi, ni à quiconque d'ailleurs, de juger de l'utilité sociétale d'un voyage. Je pense que c'est une réflexion personnelle, d'éthique personnelle que chacun doit se poser. Et pour certains, voyager loin, faire du tourisme d'aventure, ce sera un élément essentiel de leur développement personnel et de leur bien-être. À l'inverse, d'autres chercheront simplement à aller dans un club de vacances sur une plage et à profiter du soleil. Et vraiment, je ne porte de jugement sur aucune de ces modes touristiques et ça répond, j'imagine, aux besoins de chacun. Et d'une certaine manière, il est assez rassurant que nous n'ayons pas tous les mêmes aspirations en termes de bien-être. Et donc, je pense que c'est très important de toujours s'abstenir de porter un jugement sur ce qui est bien ou sur ce qui n'est pas bien. Et on peut le donner sur tous les secteurs de la consommation. La voiture, pour certains, il est très important d'avoir une voiture parce que c'est leur seul mode de déplacement, parce qu'ils y sont contraints. D'autres ont plus facilement accès à d'autres modes de transport. Et là encore, qui serions-nous pour juger du fait de posséder une voiture, de partir en tourisme d'aventure, etc., etc.
Néanmoins, c'est vrai que ma crainte, si on doit néanmoins se placer de niveau sociétal, c'est que la lutte contre le changement climatique n'amène une sorte de rétrécissement des horizons et de fermeture des frontières. Je pense qu'il est essentiel de bien réaliser que nous sommes face à un problème global qui demande évidemment une coopération et qui demande aussi pour cela que l'on puisse se mettre à la place des autres et que l'on puisse quelque part voir aussi comment les autres sont affectés dans leur mode de vie, dans leur vie quotidienne, notamment par les impacts du changement climatique. Et donc la compréhension de l'autre et je dirais une sorte de sentiment cosmopolitique est absolument nécessaire si nous voulons lutter contre le changement climatique, parce qu'on ne lutte pas contre le changement climatique uniquement pour soi-même, on le fait aussi naturellement pour les autres, pour ceux qui habitent au-delà de nos frontières. Et donc si le tourisme, sous quelque forme que ce soit, peut permettre de découvrir l'autre au-delà de ses frontières, d'autres réalités, cela me paraît important et ça me paraît remplir une fonction sociétale absolument importante, parce que très clairement, le risque, évidemment, face au changement climatique, je crois que c'est aussi celui du repli sur soi, de la fermeture des frontières et où chacun s'enferme dans son bunker en attendant que l'orage passe. L'application d'une taxe carbone, qui s'appliquerait au kérosène, mais aussi à toutes les activités émettrices de gaz à effet de serre, vous paraît-elle dans l'absolu la meilleure piste ou l'une des meilleures pistes pour faire baisser les émissions? Et vous paraît-elle, si oui, plausible, alors qu'elle nécessite un consensus quasi mondial? Je suis très favorable à l'intégration dans les prix des biens et des services de leur empreinte carbone. Il est certain qu'une taxe sur le kérosène participerait de cette intégration, de cette internalisation des externalités, comme on dit en économie, qui est aujourd'hui une véritable distorsion du marché, qui fait que nous ne prenons pas du tout en compte dans le prix que nous payons pour les biens et les services leur impact sur le climat, sur l'environnement. Et je pense qu'il faut absolument corriger ça en internalisant cet impact. Et effectivement, la taxe carbone est une manière de le faire. Cela étant, je mets en garde contre le fait qu'on viserait un secteur en particulier. Je pense que si on le fait, il faut le faire pour l'ensemble de l'économie et que on ne peut pas non plus mettre une taxe carbone sans donner aussi un dividende carbone. C'est-à-dire que on ne peut pas faire grimper d'un coup le prix de tous les biens et services carbonés si dans le même temps on ne fait pas baisser aussi le prix des biens et des services décarbonés. La difficulté avec l'aviation et donc avec le tourisme lointain, c'est comment faire pour s'assurer qu'il ne reste pas accessible uniquement à une toute petite élite qui aurait les moyens de se payer des billets d'avion qui effectivement seraient de plus en plus chers. On irait quasiment dans la version la plus extrême de ça, avec des avions où il n'y aurait plus qu'une classe business et où ça serait vraiment une sorte de tourisme d'élite et où au fond les masses seraient condamnées à ne plus pouvoir voyager qu'à quelques dizaines ou centaines de kilomètres de chez elles parce que le voyage lointain deviendrait complètement inaccessible. Et ça, je pense que c'est une fracture sociale que nous devons absolument éviter. Donc l'équation à résoudre, c'est comment faire en sorte pour que nous payions le juste prix des biens et des services qui reconnaissent leur impact sur l'environnement, sans réserver ces biens carbonés à une toute petite élite qui aurait encore les moyens de se les payer, surtout si ces biens carbonés apportent énormément de bénéfices culturels, familiaux, sociaux, intellectuels, etc. Que pensez-vous de l'idée de Jean-François Rial, le patron de Voyageurs du Monde, d'acheter du temps, entre guillemets, en plantant 180 milliards d'arbres sur 10 ans, soit plus du double du rythme annuel, pour absorber davantage de carbone? Je pense que c'est une solution à poursuivre et que aujourd'hui, dans l'urgence dans laquelle nous sommes, il faut absolument déployer toutes les solutions et que la reforestation, le reboisement n'a pas été une solution suffisamment poursuivie. J'espère beaucoup que la COP30 qui aura lieu à Belém en novembre 2025 permettra effectivement de discuter davantage de ces sujets, non seulement de lutte contre la déforestation, mais aussi de reforestation. Et effectivement, planter des arbres, c'est aujourd'hui un des moyens les plus efficaces de lutter contre le changement climatique, notamment face à un phénomène d'effondrement des puits de carbone, c'est-à-dire que les forêts aujourd'hui absorbent de moins en moins de dioxyde de carbone parce qu'elles sont elles aussi touchées par les impacts du changement climatique et singulièrement par le réchauffement de la température. Cela étant, il ne faut pas que cette solution serve de prétexte à ne pas abandonner les autres. Et la difficulté, je dirais, lorsqu'on va privilégier une solution par rapport à une autre, c'est toujours qu'elle nous conduise à oublier les autres solutions. En réalité, la difficulté, c'est qu'il faut
tout faire à la fois et qu'il ne faudrait surtout pas retarder la recherche d'autres solutions sur le motif « Oh, on plante des arbres, donc ça nous permet de gagner 5 ans, ça nous permet de gagner 10 ans ». Il faut planter des arbres pour absorber davantage de dioxyde de carbone et parce qu'il faut aujourd'hui mettre tous les fers au feu. L'Europe, qui était responsable de 40% des émissions mondiales de gaz à effet de serre il y a un demi-siècle, ne pèse plus que 15% aujourd'hui et ne devrait plus peser que 5% d'ici 2050. Dès lors, les efforts des acteurs européens pour un tourisme plus raisonnable, ce qui reste dans le domaine du tourisme, notamment sur le plan des émissions, ont-ils un sens? Et a fortiori, l'effort de chaque individu. Nous sommes face à un problème qui n'est pas un problème binaire, c'est pas blanc ou noir, c'est pas gagné ou perdu, on est face à un problème graduel, où chaque dixième de degré d'élévation de la température va compter. Ça veut dire que l'action de chacun a une énorme importance. L'action de chaque pays, l'action de chaque entreprise, l'action de chaque individu a une très grande importance et souvent une importance plus grande qu'on ne l'imagine. Et notamment en Europe, puisque l'Europe a une très lourde responsabilité historique dans le changement climatique et que l'Europe a des leviers d'influence également considérables. L'Europe représente un des premiers marchés de consommateurs au monde, avec des consommateurs très éduqués, avec un très fort pouvoir d'achat. Et donc évidemment, tout ce qui va se passer en Europe en termes de consommation va aussi avoir une influence mondiale sur l'évolution des modes de consommation et donc aussi sur les modèles d'affaires des entreprises. Cela étant, je n'aime pas parler d'efforts. Je pense que si on voit la transition en termes d'efforts à fournir, d'efforts à réaliser, on n'y arrivera pas. On sera toujours en dessous du niveau attendu et pour le moment, nous sommes évidemment en dessous du niveau attendu. Je pense que nous devons ancrer nos actions dans une logique de bénéfice. Et nous n'allons nous transformer, changer véritablement, que si nous y trouvons un intérêt. Et donc ça veut dire aussi pour le voyage, potentiellement, ne pas penser la réduction de ces émissions en termes de contraintes ou d'efforts à fournir, mais de le penser en termes de projet, en termes d'action, en termes de contribution. Qu'est-ce qu'au fond, un voyage décarboné ou moins carboné peut nous apporter de plus? Comment est-ce que ça va davantage répondre aux attentes des voyageurs? Comment est-ce que ça va dessiner aussi de nouvelles manières de voyager? Et comment est-ce que les entreprises qui travaillent aujourd'hui dans le tourisme peuvent-elles y trouver un intérêt et peuvent-elles se réinventer? Et c'est là, évidemment, je pense que l'Europe peut en faire beaucoup plus qu'elle ne le fait aujourd'hui et peut aussi, quelque part, initier de nouvelles modes de consommation. N'oublions jamais que le tourisme est un secteur par excellence où les modes et les habitudes changent considérablement. Nous nous projetons aujourd'hui sur 50 ans plus tard, en 2075. N'oublions pas qu'il y a 50 ans, le tourisme sur la Côte d'Azur était encore largement un tourisme d'hiver et qu'au fond, le tourisme d'été est relativement récent sur la Côte d'Azur. Et donc, quels seront encore les modes touristiques dans 50 ans? Est-ce que les gens rechercheront encore les plages, par exemple? Sincèrement, qui peut le dire aujourd'hui? Vous plaidez que chaque acteur économique, et notamment dans le tourisme, doit montrer l'exemple en mettant en exergue des pratiques vertueuses et inspirantes. Oui. Mais c'est ce qu'a fait Nomade Aventure en proposant pour la première fois en 2022 une gamme de voyages en Europe substituant le train à l'avion pour se rendre à destination. Et 3 ans plus tard, nous ne sommes suivis que très timidement, notamment parce que les vrais obstacles, les obstacles objectifs, restent considérables. Donc, montrer l'exemple n'est-il pas une piste un peu illusoire? La contrainte n'est-elle pas plus efficace? Je pense qu'on peut s'imaginer que la contrainte peut être plus efficace dans un premier temps. Parce qu'effectivement, vous décidez de quelque chose, vous l'imposez à tout le monde, et plus forcément, il y a l'effet immédiat. On l'a vu lors de la crise du Covid, par exemple. La difficulté de la contrainte, c'est que vous allez devoir la tenir dans le temps long. Le changement climatique n'est pas un problème dont on va se débarrasser en un claquement de doigts. C'est une transformation profonde et durable des conditions de vie sur la planète. Transformation à laquelle nous allons devoir répondre aussi par des transformations profondes et durables dans la manière dont on organise l'économie et donc aussi dans la manière dont on organise le tourisme. Ça veut dire qu'il n'est pas question de prendre des mesures très contraignantes, mais d'une durée limitée. Et je pense que la meilleure garantie que nous ayons de pouvoir tenir ces mesures dans la durée, c'est précisément que nous les choisissions, que nous les décidions. Et donc, si nous sommes face à une contrainte qui nous est imposée, eh bien le risque en réalité, c'est que nous ne cherchions la moindre occasion pour rejeter cette contrainte, voire même que des alternances politiques, puisque nous vivons en démocratie, ne changent tout du jour au lendemain. Et donc il faut
à mon sens, que les mesures de transformation face au changement climatique soient portées par un consensus fort. Comment est-ce que nous allons construire ce consensus fort en montrant aux gens qu'ils y ont un intérêt, et notamment sur les questions de voyage? Effectivement, l'enjeu, je pense, prenons les voyages en train, l'enjeu c'est aujourd'hui de lever toute une série d'obstacles qui existent. Des obstacles en termes de prix, des obstacles en termes de temps. Le voyage en train prend encore beaucoup plus de temps si c'est un voyage lointain. Et pour des gens qui ont un nombre de jours de congé limité, ça peut être un obstacle. Pour des gens qui ont des enfants, ça peut être un obstacle parce que le voyage est beaucoup plus long. Donc il y a énormément de choses qu'il est possible de faire pour améliorer le voyage en train. Il est possible d'améliorer le prix. D'abord, à mon avis, c'est la première contrainte. Il est possible d'améliorer les interconnexions et les réservations de billets. Il est possible d'améliorer la vitesse sur plusieurs segments, notamment les trains de nuit. On a encore des trains classiques, alors que je pense qu'on pourrait envisager des TGV de nuit pour des plus longs trajets. Il est possible d'améliorer les espaces réservés aux familles et aux enfants, de prévoir des plaines de jeux, des salles de jeux dans les trains. Il est possible d'améliorer l'offre de restauration, de manière à avoir de vrais wagons-restaurants. Il y a énormément de choses à faire. Pour ça, il faudrait une vraie agence du rail européenne et faire du développement du train en Europe, effectivement, une vraie priorité, à la fois du train de tous les jours, notamment pour remplacer la voiture, et parce que beaucoup de gens aujourd'hui sont encore contraints d'utiliser leur voiture dans leurs déplacements quotidiens, et aussi des trains touristiques à grande vitesse, et je pense que ça répondrait non seulement à un objectif de décarbonation du tourisme européen, je pense que ça serait aussi dans le bénéfice des compagnies aériennes. En réalité, beaucoup de vols courts et moins courriers sont déficitaires, et on pourrait tout à fait imaginer, ça nécessite juste de changer de modèle culturel, on pourrait tout à fait imaginer que certains trains soient opérés aussi par des compagnies aériennes qui deviendraient en fait des compagnies de voyage et pas seulement des compagnies aériennes, elles seraient aussi des compagnies ferroviaires, ce qui permettrait par exemple d'avoir, je pense par exemple au système de points de fidélité par exemple, on pourrait avoir des points de fidélité sur le train également, et ça me paraîtrait très important. On sait que c'est un élément de fidélisation très important. Et puis de faire en sorte que le voyage en train soit plus agréable qu'il ne l'est aujourd'hui. Il faut reconnaître que beaucoup de trains de nuit sont encore relativement inconfortables et donc réservés à une clientèle relativement jeune et inadaptée pour des voyages en famille ou pour des voyages simplement de touristes qui cherchent un peu plus de confort au moment où ils prennent leurs vacances. On dit souvent que la jeunesse actuelle, justement celle concernée par les 50 prochaines années, est bien plus sensible aux enjeux climatiques que les générations qui l'ont précédée. Pourtant, à l'exception d'une très petite minorité, principalement dans quelques pays d'Europe, elle ne manifeste nulle intention de renoncer aux voyages lointains. Contradiction, hypocrisie, plus faible sensibilité au climat que ce qu'on croit, ou choix assumé d'une consommation carbone choisie, selon vous? Je ne pense pas du tout que la génération des jeunes d'aujourd'hui soit plus sensible aux enjeux climatiques que ses aînés. Sans doute est-elle mieux informée, parce qu'effectivement l'information sur le sujet a quand même progressé ces dernières années, mais les sondages ne montrent pas du tout qu'il existe une génération climat qui serait davantage mobilisée sur ces sujets par opposition aux autres générations. Au contraire, on trouve une grande similitude d'inquiétude pour les conséquences du changement climatique à travers les générations, aussi à travers les classes sociales ou à travers les orientations politiques. Et donc, cette préoccupation pour les conséquences du changement climatique, elle est très largement partagée dans la population. Et effectivement, au nom de quoi la jeunesse devrait-elle renoncer au voyage lointain? Devrait-elle renoncer à cette ouverture, à cet enrichissement? Je ne vois pas au nom de quoi nous imposerions en quelque sorte une sorte d'obligation morale à la jeunesse de renoncer à certains des bénéfices que les gens de notre génération ont connus. Par contre, ça va impliquer de réfléchir à la manière dont on organise le voyage lointain, mais comme je le disais, je pense que ça serait très triste si, en quelque sorte, l'horizon des découvertes des jeunes d'aujourd'hui devait se limiter aux frontières de leur pays ou aux frontières de leur continent. Je pense que ça serait un appauvrissement considérable, non seulement pour les jeunes Européens, mais aussi et peut-être surtout pour les jeunes des autres continents qui habitent dans des pays où émerge une classe moyenne et qui ont accès peut-être pour la première fois de leur histoire au voyage lointain à cette possibilité de découverte. Je considère sincèrement que le nationalisme est le pire ennemi du climat. Le nationalisme, c'est ce qui vous fait voir le monde uniquement au regard de vos propres frontières. Et ce qui vous fait juger de l'intérêt de toute action par rapport à votre propre intérêt
nationale. Et donc tout ce qui va permettre de lutter contre le nationalisme, que ça soit le tourisme, que ça soit la coopération internationale, que ça soit les grandes manifestations d'ampleur mondiale comme les Jeux Olympiques, eh bien je serai toujours favorable à tout ce qui permet de lutter contre le nationalisme. Quels conseils donneriez-vous aux opérateurs touristiques d'une part, aux voyageurs d'autre part? Pour les opérateurs touristiques, je leur conseillerais de ne pas envisager le changement climatique comme une sorte de contrainte à laquelle ils devraient se plier, mais plutôt comme une opportunité de se distinguer, de se réinventer, d'inventer de nouvelles manières de voyager, de nouvelles manières de découvrir le monde, de nouvelles choses à mettre en valeur, et de considérer que bien sûr, il y a la question de la décarbonation du voyage, il y a aussi la question des impacts du changement climatique sur certaines destinations qui seront peut-être davantage recherchées à d'autres saisons, et je leur conseillerais aussi de veiller à la question sociale, de veiller à l'accessibilité du voyage et de veiller à ne pas réserver le voyage à une sorte d'élite mondialisée qui pourrait se sentir un peu partout chez elle dans le monde, et à l'inverse, qu'il y aurait des classes moyennes ou plus pauvres qui seraient contraintes de rester chez elles, qui seraient contraintes à l'immobilité. Pour les voyageurs, le conseil que je donnerais, c'est toujours de se demander quelle est l'utilité que je vais retirer de ce voyage. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de mon empreinte carbone? Et donc, si on considère que l'enrichissement lié au voyage, effectivement, va justifier ces empreintes carbone, je dirais, faisons-le. Il est important, je crois, que chacun ait conscience. Et c'est pour ça que je suis aussi favorable à tous ces ateliers pédagogiques qui permettent à chacun de réaliser où est son empreinte carbone, de se dire, au fond, dans cette empreinte carbone, qu'est-ce qui est important pour nous? Pour certains, et là encore, je ne porte aucun jugement. Pour certains, ça sera de continuer à consommer de la viande, par exemple, parce que c'est très important pour certains, c'est moins important pour d'autres. À l'inverse, le fait de voyager de façon lointaine, c'est très important pour certains, c'est moins important pour d'autres. Et donc, je suis toujours un peu désolé, par exemple, quand je vois, et là encore sans jugement, mais ces clubs de vacances sur une plage à l'autre bout du monde. Et je me dis, en réalité, les touristes qui vont arriver dans ces clubs de vacances et qui vont avoir une empreinte très lourde liée au voyage aérien vont passer leurs 10 jours, leurs 15 jours dans ce club de vacances all inclusive, vont profiter de la plage et du soleil, mais vont ne rien voir du tout du pays dans lequel ils se trouvent. À la limite, sauront à peine dans quel pays ils se trouvent, et vous pourriez avoir exactement le même club de vacances sur la Côte d'Azur, dans le Pays Basque ou en Espagne. Et je me disais, à quoi ça sert de partir à l'autre bout du monde si vous allez trouver exactement la même chose que ce que vous allez trouver en bas de chez vous? Et donc, au contraire, je dirais, si il y a un voyage lointain, que ce voyage soit l'occasion d'une découverte, que ce voyage soit l'occasion d'être sensible au pays dans lequel on se trouve, soit l'occasion de lecture sur ce pays, soit l'occasion de comprendre et de connaître les gens, le pays, la manière dont l'économie fonctionne, les contraintes auxquelles ils font face. Essayons, si nous avons un voyage lointain, d'en retirer le maximum. Et donc c'est aussi peut-être la responsabilité des voyagistes de faire en sorte que les gens qui partent en voyage lointain en retirent le maximum. Vous êtes vous-même jeune papa, c'est aussi mon cas. On se souvient vous avoir vu endormir votre bébé en pleine interview télévisée. Alors, pensez-vous que votre enfant voyagera moins, davantage ou autrement que vous avez pu le faire? Je pense que mes enfants voyageront sans doute de façon différente, voyageront sans doute autrement que ce que j'ai pu le faire, moi, quand j'avais leur âge ou quand j'étais plus jeune. Que ça sera sans doute des voyages potentiellement vers d'autres destinations, peut-être des voyages où le voyage lui-même sera la destination, comme le disait Stevenson dans une citation célèbre, qu'ils resteront peut-être plus longtemps aussi à destination. Je ne voudrais certainement pas que mes enfants soient privés de voyage et que, d'une certaine manière, ce que je considère comme quelque chose qui a énormément contribué à mon développement, à ce que je suis aujourd'hui, soit demain interdit non seulement à mes enfants, mais aux jeunes de cette génération. Je pense que ça serait un appauvrissement du monde considérable. Ça veut dire que ça place sur notre génération une responsabilité conséquente qui est celle de décarboner au maximum les voyages, qui est de faire en sorte que les bénéfices associés au voyage soient assortis de l'empreinte carbone la plus faible possible. Mais je ne voudrais certainement pas qu'on restreigne le droit au voyage, étant donné les bénéfices immenses que le voyage apporte. On peut se dire finalement, qu'est-ce qui est important pour la société ou pour soi-même dans son empreinte carbone?
Et je pense qu'il faudra assumer le fait que voilà, il y a certaines activités carbonées qui resteront importantes. Ça implique aussi de décarboner toutes les autres et celles pour lesquelles on a aujourd'hui les moyens et les technologies de les décarboner. Ça me rend absolument dingue de voir combien toute une série de technologies de décarbonation sont possibles et sont déployables aujourd'hui et ne sont pas utilisées. Je prends un exemple tout simple, celui des scooters et des 2 roues dans Paris ou dans les grandes villes. Aujourd'hui, nous pouvons très facilement faire des scooters électriques. On n'a même pas d'énormes problèmes de recharge. En Chine, tous les scooters sont électriques et les gens, lorsqu'ils garent leur scooter dans la rue, le branchent simplement dans la prise électrique. Nous avons en France un mix électrique qui est déjà très décarboné. Nous pourrions très facilement passer au scooter électrique. Nous ne le faisons pas. Et donc, commençons de grâce par décarboner au maximum les secteurs pour lesquels nous avons toutes les technologies disponibles et pour lesquelles ça ne crée pas du tout une sorte de rétrécissement des possibles que de décarboner. En conclusion, diriez-vous, en 2075, pour faire un peu un pronostic ou de la prospective, que nous continuerons à voyager loin, à voyager en avion, autant ou davantage qu'aujourd'hui, ou pensez-vous que malgré tout cela aura dû régresser? Je pense que nous voyagerons différemment et que toute une série de déplacements auront sans doute disparu ou auront évolué, mais je pense que nous voyagerons toujours et peut-être que le voyage aura encore davantage d'importance dans le futur qu'il n'en a aujourd'hui. Parce qu'une autre transformation du monde, c'est aussi l'intelligence artificielle et le fait qu'aujourd'hui, nous allons vivre dans des réalités qui vont devenir de plus en plus virtuelles. Et donc je pense que l'expérience du réel vécu soi-même va devenir en réalité de plus en plus importante. Parce que s'il s'agit simplement de voir tel ou tel musée, de voir tel ou tel monument, vous allez, je pense, avoir des possibilités qui vont vous permettre en réalité de le voir sans doute mieux chez vous, sans les autres touristes, mieux que vous ne le verriez quasiment comme si vous étiez sur place. Par contre, je pense que ce qui va être irremplaçable et ce qui va prendre de plus en plus d'importance, ça va être l'expérience du réel. Je prends un exemple qui n'est pas lié au tourisme, mais qui est lié au cinéma. On va avoir aujourd'hui de plus en plus de films qui vont être produits par de l'intelligence artificielle, où les acteurs ne vont plus exister dans la vraie vie, mais sont des personnages générés par intelligence artificielle. Je me dis, est-ce que vraiment beaucoup de gens voudront encore aller au cinéma, voir des films qui seront produits quasiment intégralement par de l'intelligence artificielle? Sincèrement, je parierais plutôt sur une sorte de retour en masse du théâtre, parce que les gens voudront voir l'expérience réelle, voudront ressentir l'émotion des acteurs sur scène. Je pense que pour le voyage, il va y avoir aussi ce même type d'évolution et que l'enjeu, ça ne sera pas juste d'aller faire des photos de cartes postales, mais ça sera de ressentir l'expérience avec les gens du pays, avec leur réalité. Et je pense que de plus en plus, nous allons rechercher cette expérience réelle. Vous savez, quand on travaille sur le climat, on a parfois tendance à imaginer que la seule évolution du monde au cours des 50 prochaines années, ça va être les impacts du changement climatique. Et c'est normal, on considère que le sujet sur lequel on travaille est le plus important et la transformation majeure du monde. Il y aura d'autres transformations au cours des 50 prochaines années. Il y aura évidemment le changement climatique, il y aura aussi l'intelligence artificielle, il y aura le vieillissement de la population et effectivement les personnes âgées ne vont pas voyager de la même manière. Il faut prendre en compte l'ensemble de ces transformations et c'est l'ensemble de ces transformations qui va dessiner le futur du tourisme. François, merci beaucoup pour vos propos inspirants, exigeants, mais finalement positifs. Avec plaisir et j'espère positifs.